20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Comme vous le voyez, nous restons tous chez nous pour respecter au mieux les consignes de sécurité. Aujourd'hui, Fabienne Keller est avec nous, députée européenne et vice-présidente du parti Agir. Bonsoir Fabienne Keller. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Au programme de ce 20h l'invité à la maison, le débat sur les violences policières, la mort de George Floyd aux États-Unis continue de faire réagir dans le monde et notamment en France. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a fait plusieurs annonces hier pour lutter contre le racisme et les violences dans la police. Après avoir évoqué la phase 3 du déconfinement, on s'attardera sur l'action européenne pour relancer l'économie après la crise du Covid-19. Un plan de relance à hauteur de 500 milliards d'euros avait notamment été annoncé. Le deuxième tour des élections municipales approche le 28 juin prochain. Environ 5000 communes pourront enfin élire leur maire. C'est le cas notamment à Strasbourg, ville où vous étiez maire, Fabienne Keller. On verra les enjeux de ces élections justement avec vous, juste après avoir fait le point sur la situation de votre parti Agir. Réagissez sur nos réseaux sociaux, posez vos questions à Fabienne Keller tout au long de l'émission sur Facebook, Twitter ou Instagram. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Fabienne Keller, c'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Fabienne Keller, avant de revenir sur votre parcours plus en détail, on a une nouveauté ce soir dans 20h l'invité. Pour savoir si vous pouvez participer à cette émission, vous allez devoir passer entre les griffes de Flo le physio. Je vous laisse écouter. Bonsoir madame, vous appelez Fabienne Keller, inconnue au bataillon. Ah si, ça me revient. Vous êtes celle qui en 2016 a dit « J'échange régulièrement sur le fond avec ce terroriste » au lieu de dire le journaliste. Bon, ok, vous êtes excusé, vous avez dit que c'était un lapsus, mais moi ça m'a vexé. Donc vous rentrez pas. Bon. Ah, salut Manon, t'es magnifique aujourd'hui. Oui, tu peux rentrer, évidemment, c'est toi qui présente. Parlez-moi de vous madame. Ah, vous n'avez pas fait l'ENA. C'est un événement ça. Ingénieur des ponts et chaussées, puis l'école polytechnique. Ah, ça va, moi aussi j'ai fait des études. J'ai mon diplôme de physio. Va m'en falloir plus. Axel Rébaud. Ouais, rentre frérot. Tu fais l'interview aujourd'hui. Qui? Fabienne Keller. Ah, c'est marrant, elle est là, elle veut rentrer. Je la fais un peu marronner. Tu savais, Axel, que maintenant elle est députée européenne et vice-présidente du parti Agir, mais qu'avant elle a été sénatrice. Elle doit avoir 40 000 ans. D'ailleurs, Fabienne, vous qui êtes fan de vélo et qui habitez Strasbourg, ça va? Ça fait pas trop loin pour aller au Parlement européen de la ville saucisse? Et quand c'est à Bruxelles, vous y allez aussi à vélo? 440 km, ça fait pas mal. Vous êtes la Lance Armstrong de la politique. Bastien? Vous connaissez pas de Bastien? Ah si, tu vas aussi poser des questions à Fabienne Keller. Tu savais qu'elle a bossé dans la marine? Je suis sûr qu'elle te bat au bras de fer. Allez, honte, mais attention au basket la semaine prochaine. Madame Keller, vous avez eu votre premier enfant pendant que vous étiez à Polytechnique? Oh, ça c'est trop mignon. Il paraît que c'était la femme de votre capitaine qui a gardé votre fille Claire. Je suis à 2 doigts de craquer et de vous laisser rentrer. Avant, question cruciale. Vous aimez les Baléares? Oh, vous y êtes allé 12 fois grâce à votre père qui animait des colonies de vacances. Oh, la classe. Bon, ok, vous pouvez rentrer, mais pas plus d'1 heure. Merci Florian Michelin. Qu'est-ce que vous avez pensé alors, Fabienne Keller, de ce portrait assez atypique? Plutôt sympa, plutôt rigolo. Et me rappelant de très très bons souvenirs comme les Baléares quand j'étais haute comme 3 pommes. Tant mieux. Merci Fabienne Keller, merci Florian Michelin. Dans quelques minutes, on l'a dit, on reviendra sur votre parcours politique. Tout de suite, c'est le mot du jour, un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume la grande actualité de ce mardi 9 juin 2020. Ce mot, c'est chômage. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Fabienne Keller. La reprise progressive entamée avec la levée du confinement et qui se traduira par un rebond de l'économie dès le 3e trimestre ne suffira pas à éviter une récession inédite de l'économie cette année, a estimé la Banque de France aujourd'hui. L'institution anticipe une chute record d'environ 10% du PIB cette année. Le taux de chômage pourrait atteindre un pic de 11,8% mi-2021. La France pourrait donc perdre près de 1 million d'emplois cette année. Alors dans l'hypothèse où l'épidémie serait contrôlée, 2021 et 2022 seront des années de redressement net et progressif, mais on ne retrouvera pas le niveau d'activité de fin 2019 avant mi-2022 selon l'institution. La Banque de France précise que l'élément essentiel de la reprise sera le rythme de consommation des ménages. Alors Fabienne Keller,
c'est possible de demander à des gens qui, pour certains, ont perdu leur emploi ou une partie de leur salaire, de plus consommer pour relancer l'économie? Je pense que l'étude à laquelle vous faites référence est une étude plus macroéconomique, en fait. Hein. Elle dit ce serait plus facile pour la reprise s'il y avait un mouvement de croissance, probablement, malheureusement, qui ne pourra pas être soutenu par les personnes qui ont perdu leur job. Hein. Les intérimaires, les personnes vivant de vacations, les personnes à statut précaire souffrent beaucoup. Même si un certain nombre de dispositifs, de primes du gouvernement ont un peu atténué nos difficultés. Et puis, clairement, il y a tous ceux qui sont inquiets, parce qu'on a vu le premier plan social chez Renault, on voit les difficultés de l'aéronautique, et chacun dans son entreprise est prudent. Je suis allée faire des courses chez mon pâtissier, et mon pâtissier, il recrute moins pour la rentrée, il ne renouvelle pas des contrats, et puis il va voir, si ça va mieux, il reprendra. Donc, ça pose à la fois la question de la reprise économique globale, puis il y a aussi une question plus pour les personnes proches de votre génération, c'est-à-dire l'entrée sur le marché du travail dans une économie qui est un peu prudente. Donc, les prochaines semaines seront stratégiques parce que, franchement, la pandémie a vraiment l'air d'évoluer de manière sympa. Hein, elle se calme, elle arrête de nous créer des douleurs et des moments très tristes, hein, comme moi, je suis à Strasbourg, on en a vécu dans le Grand Est. Donc, bref, cette pandémie a l'air vraiment de se calmer. Et si ça se confirme, c'est très important que le rebond soit franc et qu'il soit créateur d'emplois, si possible, avant la forte coupure du mois d'août. Donc, oui, M. Villeroy de Galhau, que j'ai entendu ce matin, là, il était sur les ondes aussi, souligne l'importance du soutien par la consommation, mais c'est aussi par les perspectives, par la projection de chaque acteur économique. S'il commence à avoir une visibilité sur son avenir, un peu de certitude, alors l'optimisme de chacun nourrira l'autre, en le faisant anticiper des achats, des projets, etc. Merci. Cela permettra d'espérer une reprise. Franchement, c'est un sujet absolument stratégique, parce que la France, dans les reprises, en 2008… On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Merci Fabienne Keller, merci Théo Grévin. On vous retrouve en fin d'heure pour l'agenda politique de la semaine, 20h06 sur Fréquence ESJ It's and Talk. Il est l'heure, Fabienne Keller, d'aborder votre parcours. Vous êtes actuellement députée européenne, vous avez été élue en 2019 sur la liste de La République En Marche. Bonsoir Paula Monesti-Andréani. Bonsoir Fabienne Keller. Bonsoir. Donc, comme l'a rappelé notre physio, vous êtes diplômée de Polytechnique, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, diplômée de Berkeley en économie, maire de Strasbourg, sénatrice du Bas-Rhin ou encore réserviste de la marine. On ne sait plus où regarder tellement vous semblez avoir écumé les mers et les horizons. Pourtant, c'est dans votre région natale que vous débutez votre parcours politique. En 1992, vous êtes la première femme élue au Conseil général du Bas-Rhin. Fabienne Keller, est-ce que ça a été difficile d'exercer le politique entouré d'hommes? Alors, en fait, j'ai eu la chance d'entrer à l'école polytechnique, puisque j'étais bonne en maths. Et là, déjà, on était 16 filles, il y avait 300 garçons, donc une fille pour 20 garçons. Donc, le fait d'être minoritaire, si vous voulez, je l'ai toujours connu. Et parfois, je dis que Polytechnique, ça a fait que j'étais presque un homme. J'étais brevetée de parachutisme, j'ai fait mon service national. Donc, d'une certaine manière, le regard sur moi a un petit peu changé. D'ailleurs, au point qu'au début de ma carrière, je m'habillais un peu comme un homme. C'est-à-dire, je mettais des tailleurs systématiquement. J'avais toujours une veste et un chemisier très, très classique. Un peu comme on le voit… Mais donc, dans le milieu politique, est-ce que vous avez eu des difficultés en tant que femme et unique femme dans ce conseil général? Donc, quand j'ai candidaté, par exemple, au conseil général, il n'y avait pas de femmes. Donc, un gars de mon parti politique, c'était l'UDF à l'époque, m'a dit t'es sûr de perdre, la preuve, t'es une femme. Ça a doublé mon énergie. Mais c'était comme ça depuis toujours. Parce que pendant mes études en maths, les filles étaient très minoritaires, parce que à Polytechnique, c'était pareil. Pendant le service, on était un peu des bêtes curieuses. Donc, moi, je dis souvent que j'ai vraiment profité des générations d'avant, si vous voulez, qui ont ouvert les portes. Mais après, malheureusement, dans beaucoup de cas, il a fallu quand même des règles de type parité, comme en politique, pour que les femmes puissent vraiment rentrer dans le système. Parce qu'en fait, c'était trop dur, quoi. C'était resté trop exceptionnel.
Donc en 2002, alors que vous aviez soutenu François Bayrou à la présidentielle, vous quittez l'UDF pour rejoindre l'UMP, où vous y resterez 13 ans avant qu'il ne devienne les Républicains. Pourquoi avoir enlevé l'étiquette centriste pour rejoindre la droite? En fait, j'ai rejoint l'UMP quand le projet a été construit et des personnes comme Pierre Méhaignerie, un grand élu alsacien Adrien Zeller, très centriste, l'ont rejoint aussi. Nous pensions ici en Alsace que un grand parti du centre, rassemblant les centristes, les libéraux et les gaullistes, était en train de se créer, à l'image de la CDU qui existe juste à quelques kilomètres d'ici, en Allemagne. Et, c'est ce qui s'est passé au départ, mais ce projet fédérateur n'a pas évolué favorablement, puisque progressivement, l'UMP puis les Républicains ont abandonné un certain nombre de convictions, je pense notamment à la conviction européenne, en tout cas ils l'ont beaucoup moins clairement affirmé, et puis surtout, ce qui a été décisif pour moi au moment de les quitter, c'est la ligne rouge de la proximité avec le Front National, c'est le sujet de la présidentielle en 2017, et donc avec d'autres... Moi j'ai essayé vraiment d'être la centriste au sein de l'UMP, plutôt de me battre en interne. Et est-ce que c'est pour cette raison qu'en 2017, lors de l'élection présidentielle, vous appelez à Alain Juppé à remplacer François Fillon? Est-ce que c'est dans cet élan-là un peu plus centriste des Républicains que vous vouliez aller? Oui, moi je m'étais clairement positionnée en faveur d'Alain Juppé. Comme vous le dites, il était bien identifié par les centristes, les gaullistes sociaux comme leur champion. Et c'est aussi un maire, à ce moment-là, il était encore maire de Bordeaux, un homme de terrain qui s'occupe des quartiers difficiles, de l'économie, de l'environnement près des gens, quoi, hein. Donc, quand les choses ont mal évolué pendant la campagne de François Fillon, j'ai marqué clairement ma différence et appelé au retour d'Alain Juppé, effectivement. Depuis 2012, vous faites partie du mouvement européen France en faveur de la construction européenne dans une visée plus fédérale. Quelle est votre vision? Est-ce que nous avons besoin d'un fédéralisme en Europe? Je suis un peu prudente avec le mot fédéralisme parce qu'il est très utilisé par les personnes très favorables à une intégration européenne plus poussée, mais il fait très peur à d'autres personnes qui néanmoins peuvent être plutôt en phase avec les valeurs de l'Union européenne. Je crois qu'il faut qu'on continue le projet de Schuman et que par l'action, on intègre de plus en plus l'Union européenne. Par exemple, on en parlera, je crois, tout à l'heure, sur le plan de relance, je forme le vœu qu'il y ait beaucoup de programmes à l'échelle européenne et pas seulement au niveau des États, de manière à ce que, par exemple, les entreprises performantes dans un domaine puissent travailler ensemble en réseau et que cette intelligence de réseau elle soit valorisée à la bonne échelle, qui est l'échelle européenne. Donc oui, j'ai cette vision que, ensemble, on est plus fort, mais dans le respect aussi de notre appartenance à un pays, à une région, à une commune, hein. On est bien en Europe si on est bien chez soi. Et en tant que députée européenne, donc vous avez été élue l'année dernière, pourquoi avoir choisi d'être sur la liste LREM quand on vient de l'UMP et des Républicains? Alors en fait, j'ai figuré sur une liste de coalition entre La République En Marche, le MoDem et mon parti qui est Agir, la droite constructive. Donc c'est un parti que nous avons créé pour la plupart, enfin tous anciens de l'UMP, juste après la présidentielle, souhaitant être un mouvement clairement situé au centre droit, humaniste, pro-européen et de sensibilité libérale. Donc, avec une vingtaine d'autres parlementaires, en fait, nous avons créé ce mouvement qui est un mouvement... Oui, mais sur le papier, c'est la liste de La République En Marche. Donc, est-ce qu'on ne peut pas vous considérer comme une enfant adoptée de La République En Marche? Je suis une enfant coalisée ou... je ne sais pas comment vous dire, c'est une coalition. Mes collègues du MoDem sont restés MoDem. Moi, je suis restée Agir avec toute ma liberté. Et on a accepté de faire campagne commune et liste commune, et puis nous gérons les choses ensemble, parce que nous partageons la même vision sur l'Europe, qui est la conviction que
voilà, l'Europe, elle doit être plus forte sur les questions de sécurité, sur les questions de soutien aux États membres les plus fragiles, sur les questions de salaire minimum, de droits sociaux minimum partagés en Europe, désormais sur les questions de politique de santé à l'échelle européenne. Enfin, l'idée que, voilà, en partageant, on se rend compte qu'on peut mieux faire quand on s'appuie sur les meilleures pratiques dans chaque État membre. Merci Fabienne Keller, merci Paula Monesti-Andréani. N'hésitez pas, réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram et posez vos questions à Fabienne Keller, députée européenne. Nous les lui poserons pour ça un hashtag fréquence ESJ. Fabienne Keller, vous êtes aussi, donc on l'a dit, vice-présidente du parti Agir, un parti allié de La République En Marche. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Mélodie Sforza, vous nous présentez ce parti politique. Agir, la droite constructive est un parti politique français de droite et de centre-droite. Alors comment s'est-il construit et sur quelles initiatives ? Eh bien, le parti est fondé en 2017. Plusieurs semaines avant la création d'Agir, certains députés du parti Les Républicains souhaitent soutenir La République En Marche, sans pour autant totalement adhérer au parti. Ils discutent et essaient de trouver des alternatives. Ils voient d'un mauvais œil la probable élection de Laurent Wauquiez à la tête de leur parti. Les députés refusent de s'enfermer dans un parti ultra-conservateur. C'est alors que Franck Riester et Jean-Christophe Lagarde, le président de l'Union des démocrates et indépendants UDI s'allient et créent ensemble le parti politique Agir. Tous deux n'ont qu'un seul objectif, bâtir une force politique cohérente et constructive. Le 26 mai 2020, il y a donc 2 semaines, le groupe Agir Ensemble est créé à l'Assemblée nationale. Il compte 17 députés, dont les 9 membres d'Agir. Le groupe parlementaire prône une attitude constructive vis-à-vis des réformes dont le pays a besoin et qui seront proposées par le gouvernement. En 2017, le parti compte majoritairement des membres issus de l'UDI et des Républicains. Mais aujourd'hui, la plupart des députés n'ont pas d'étiquette. En 2020, les élus d'Agir et 8 membres de La République En Marche fondent leur propre groupe parlementaire, Agir Ensemble. Il est présidé par Olivier Becht. Aujourd'hui, le mouvement Agir compte 4000 adhérents. Merci Mélodie Sforza. Fabienne Keller, vous avez donc quitté le parti Les Républicains en 2017 pour fonder Agir. Vous êtes très proche de La République En Marche. Certains se demandent même si un rapprochement plus étroit avec le parti de la majorité n'est pas possible aujourd'hui. Bonsoir Axel Rebaud. Oui, bonsoir Manon Blangis, bonsoir Fabienne Keller. Bonsoir. Le slogan de votre parti Agir, c'est donc la droite constructive. Ça veut dire quoi Fabienne Keller? Ça veut dire que le reste de la droite française aujourd'hui, elle est en mort cérébrale? Ça veut dire que ce qui nous caractérise, ça ne nous intéresse pas beaucoup de critiquer les autres. Ce qui nous intéresse, c'est de dire ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on est tous engagés sur le terrain. Beaucoup sont élus locaux, ou ont une origine, ont un parcours où ça a été fondateur, hein. Maire, président de conseils départementaux, conseillers régionaux, et que c'est l'action concrète qui est notre moteur. Vous pensez aujourd'hui que le parti Agir, votre parti, c'est celui qui incarne la vraie droite aujourd'hui en France? C'est un parti du centre-droit qui a des valeurs clairement affirmées. L'humanisme, c'est-à-dire le respect de chacun, l'ouverture à l'autre, c'est très important pour nous aussi. L'Europe, le libéralisme également, voilà, ce sont des valeurs. Le libéralisme également, donc économiquement vous êtes à droite. Voilà, il faut être raisonnable et une forme de sobriété budgétaire. Hein, voilà, donc vous êtes plus proche aujourd'hui de La République En Marche que des Républicains. La République En Marche, c'est un gouvernement de droite, Fabienne Keller? Écoutez, la France est gouvernée par un président qui est La République En Marche et un Premier ministre, Édouard Philippe, qui a soutenu Alain Juppé au présidentiel. Moi, je m'en sens très, très proche, hein, puisqu'on a travaillé ensemble aux côtés d'Alain Juppé pendant 2 ans. Je crois que le président de la République a une politique qui est, qui prend en compte la réalité des forces vives françaises et qui souhaite un développement économique. Est-ce que ce développement, il est de droite, c'est politique? Alors, je sais puisque vous semblez vous reconnaître assez dans les politiques d'Emmanuel Macron, est-ce que pour vous, parce qu'on on disait que La République En Marche, c'était ni de droite ni de gauche, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Mais je pense que c'est un vieux classement, droite et gauche. Aujourd'hui, il faut affirmer les repères qui sont les siens dans son projet. Et le projet, aujourd'hui, proposé par le gouvernement français et à sa tête son président, est clairement un projet qui s'appuie sur les forces, donc plutôt de nature libérale, mais qui est aussi extrêmement attentif, et la crise du Covid l'exige encore plus, aux plus vulnérables, comme
démontré, hein, les différentes annonces de soutien au public et aux professionnels très touchés par la crise. C'est aussi un gouvernement qui a vraiment envie de réformer. Là, j'ai toute confiance en Édouard Philippe sur cette volonté. Alors, c'est pas ça. Vous avez vu la SNCF, les retraites. Vous partagez pas mal d'idées avec le gouvernement de la République En Marche. Pourquoi est-ce que vous continuez alors de rester à l'écart dans le petit parti qu'est Agir ? C'est un parti qui a sa cohérence dans la démarche. Nous sommes force de proposition, on y tient beaucoup. On n'aime pas beaucoup la critique, on aime beaucoup la proposition. Par exemple, là, mon collègue aujourd'hui, à l'Assemblée nationale du groupe Agir, Paul Christophe a fait une proposition concernant le 5e pilier de la sécurité sociale, hein, de la couverture, de manière à mieux prendre en compte le 4e âge, qui a tellement souffert pendant cette crise Covid. On a vu qu'on n'avait pas assez de moyens pour accompagner décemment les publics dépendants, ce qui fait qu'ils ont été très touchés, hein, par la crise Covid. C'est pas l'honneur d'une société d'être dans cette situation. Voilà, il est pas à critiquer, il fait des propositions. Il avait porté aussi la possibilité de le même Paul Christophe de transmettre des congés à des collègues dont l'enfant est malade. Enfin, c'est quelqu'un. Aujourd'hui, le parti Agir, c'est à l'Assemblée nationale, c'est 9 députés sur 577, 4 sénateurs sur 348. Un seul eurodéputé, c'est vous. Donc, ce n'est pas exactement un parti de premier ordre. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez accomplir davantage au sein d'un groupe comme La République En Marche, par exemple, Fabienne Keller ? Je pense que nous avons aujourd'hui 4000 personnes, largement des élus locaux, qui travaillent avec nous. Je pense que ce qui est important dans la vie politique, c'est l'action et les propositions. Et on est dans cette démarche et franchement, ça nous permet d'être en équipe, de porter notre voix, de contribuer à l'animation du débat démocratique. Moi, je suis en charge avec Olivier Becht, que vous avez cité, qui préside le groupe à l'Assemblée nationale du Polydé. Et bien là, nous réfléchissons avec des jeunes comme vous, avec nos collègues élus locaux de terrain, sur les éléments principaux d'un plan de relance, tout secteur confondu. Voilà, c'est comme pour l'Europe, on avait produit un joli programme européen. Là, on va produire un joli carnet de propositions, mais très terrain, ancré sur la volonté d'être un peu disruptif, au sens où nous souhaitons faire avancer les choses et pas être dans le débat politique stérile auquel, franchement, LR se consacre très souvent. La République En Marche, aujourd'hui, elle est en proie à de nombreuses crises. Ils ont perdu 14 députés au mois de mai, donc ils ont perdu leur majorité absolue. Est-ce que vous seriez prête, Fabienne Keller, à vous allier plus étroitement avec le parti d'Emmanuel Macron pour lui redonner une majorité absolue ? Alors, nous sommes clairement l'un des piliers soutien au gouvernement. C'est ce que le groupe et Olivier Becht ont annoncé au moment de la création de ce nouveau groupe, mais à la place qui est la nôtre. Et vous savez, la démocratie, c'est la vie de débat, de complémentarité, de parcours, de compétences. Donc, je pense que c'est une position qui est juste pour nous, au sens que, elle fait que nous sommes à l'aise avec nos convictions et elle nous permet au fond, de contribuer à la réussite de la France. C'est la seule chose qui nous importe. Les difficultés ne manquent pas, surtout dans cette phase de sortie de crise. Tout ce qui compte, c'est d'aider la France à construire la voie pour l'emploi, pour épauler les gens fragiles, pour rester fort en Europe et dans le monde. Merci Fabienne Keller. 20h23 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Dans moins de 10 minutes, on évoque la phase 3 du déconfinement. Elle doit commencer le 22 juin. Pour l'heure, c'est une autre étape qu'on aborde. Dans 19 jours exactement, la France vivra enfin le second tour des élections municipales. Elles resteront comme les plus inédites de l'histoire de la Ve République. Fabienne Keller, vous avez d'ailleurs été maire de Strasbourg entre 2001 et 2008. On revient sur les enjeux de ce scrutin avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Langis, bonsoir Fabienne Keller. Alors, pour partir sur un plan plus général, on va partir de Strasbourg et une petite mise en contexte pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent peut-être pas bien la politique dans cette ville. C'est la 8e ville de France en termes de population. Le Parlement européen y siège. Bref, une ville hautement stratégique que vous avez dirigée et dont vous êtes toujours conseillère municipale. Alors, pourquoi n'être sur aucune liste à ces élections, Fabienne Keller ? Alors, Strasbourg, c'est ma ville. Je m'y suis investie fortement comme conseillère départementale, régionale, puis maire. Il y a un an, j'ai été candidate aux élections européennes et
j'ai fait le choix de servir Strasbourg dans cette dimension capitale, dimension historique. Hein. Pourquoi Strasbourg est choisie comme capitale? Parce que la ville a été ballottée, française, allemande, française, allemande. Donc cette fois-ci, vous décidez de ne pas cumuler certains mandats comme vous avez pu le faire entre 2005 et 2008, par exemple. Alors en fait, le cumul n'est plus possible, d'abord. Et ça a été un choix, voilà, aussi lié au calendrier. Hein. Les élections européennes étaient avant les municipales. J'ai eu la chance de pouvoir être élue dans une équipe à laquelle je me sens très à l'aise. Donc maintenant, je suis pleinement dans cette mission-là. Vous savez, l'Europe, c'est une idée qu'il faut porter, qu'il faut défendre. Elle n'est pas évidente, surtout dans ces temps de repli sur soi. Les moments de crise sont toujours des moments de risque, hein, où voilà, les vieux démons ressurgissent. Est-ce qu'également... Voilà, je fais ce choix de porter la vision européenne, mais j'habite à Strasbourg, je vis avec les Strasbourgeois. Est-ce qu'également, après une large défaite en 2008 et une autre plus serrée en 2014, vous ne vous êtes pas dit que c'était peut-être un peu trop tard pour redevenir maire de Strasbourg? Oh ben là, elle est dure cette question, hein. Je ne sais pas. Mais Madame Trottmann est candidate, elle a quelques années de plus que moi. Trop tard, je ne crois pas. Non, c'est... En tout cas, dans votre vie politique. Dans la vie, on peut être amené à certains moments à faire des choix, mais c'est des choix de riches. Je peux servir Strasbourg à travers ce mandat européen et c'est vraiment important pour moi. Mais je peux aussi dire, quand les choses ne me conviennent pas, par exemple, il y a eu des projets, le président de la métropole sortante, M. Herman, a rénové l'usine d'incinération. Moi, je suis très écolo comme ingénieur du génie rural, vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Je pense que l'incinération est une manière de traiter les déchets complètement dépassée. Donc, réparer cette usine et y injecter 200 millions d'euros, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout une bonne décision. Je l'ai dit, je l'ai redit. Voilà, je l'ai porté parce que c'est important pour moi de porter une autre manière de gérer notre relation à ce que en parlant d'écologie, à Strasbourg, pour un petit peu que les spectateurs comprennent, la situation est particulièrement serrée hein, cette année, puisqu'il y a 4 candidats qui sont au-dessus des 18% au premier tour, et il y a eu une énorme percée, notamment justement des écologistes, emmenés par Jeanne Barséguian, avec presque 28% des voix au premier tour. Alors, on a pu le voir avec Grenoble, Lyon, Lille, Bordeaux ou Marseille, où les écolos sont en tête, où on fait de très bons scores. Est-ce que les grandes villes sont le nouveau bastion des Verts et ça va être de plus en plus difficile de garder ces villes? Alors, je connais les membres du Parti des Verts à Strasbourg. Ils ne sont pas porteurs d'un vrai projet de développement durable. Ce sont des personnes doctrinaires. Le pire îlot de chaleur de Strasbourg vient d'être terminé. Il a été construit par eux, avec 2 personnes qui sont en bonne place. Donc pour vous, en fait, les candidats écologistes sont en fait les moins écolos qu'il puisse y avoir. De ceux de Strasbourg, je ne me permettrai pas de juger les autres, mais ceux de Strasbourg sont doctrinaires. Ils parlent de théorie. Ils ont laissé faire et voté pour la rénovation de l'usine d'incinération. Comment vous expliquez qu'à Strasbourg, il y a un tel bastion d'écologistes, mais doctrinaires Alors, leur succès, leur score était beaucoup plus faible dans les élections précédentes, et on voit clairement un effet de vase communicant hein, entre les électeurs plutôt de gauche du Parti socialiste, de la liste aujourd'hui conduite par Mme Trottmann, et eux-mêmes, même si le score global est plutôt en léger progrès, il y a clairement une sensibilité très forte de la population à l'environnement, mais moi je préfère les écolos actifs, ceux qui développent vraiment des transports innovants, ceux qui ont une vision sur la qualité de l'air. Donc pour vous, c'est de la démagogie ce que font les écologistes à Strasbourg en tout cas? À Strasbourg, je ne suis pas du tout convaincue par le bilan de leur action et je les ai fréquentés. Vous avez rappelé que j'étais au conseil municipal. Je ne les ai pas vus m'aider quand je luttais contre l'incinération. Il faut avoir conscience que nous avons des voisins, les Suisses et les Allemands, qui ont des modes de gestion, par exemple, de leurs déchets, beaucoup plus respectueux de l'environnement que nous, et sur lesquels on peut tout simplement s'appuyer. Donc non, je ne leur fais pas confiance pour construire une ville durable demain. Très bien. Et pour revenir à vous, vous n'êtes donc sur aucune liste cette année. Pourtant, Agir fait partie d'une coalition qui rassemble La République En Marche, le Modem et le Mouvement Radical, qui porte le nom de 100% Strasbourg, et elle est menée par Alain Fontanel.
De l'autre côté d'Alain Fontanel, donc, qui est le premier adjoint au maire actuel, Roland Ries, il y a votre adversaire, enfin c'était votre adversaire du Parti socialiste. On peut presque dire que vous avez adoubé l'héritier de votre meilleur ennemi. Rapidement, simplement, Fabienne Keller, s'il vous plaît. Pardon? Rapidement, simplement. Simplement, je rappelle que je ne suis pas engagée dans ces élections municipales, que mes amis d'Agir se sont engagés dans la coalition qui était la même que pour les européennes, et qu'aujourd'hui, ils sont rassemblés avec la liste de centre et de droite qui a fait un score à peu près égal, et que j'espère que cette large coalition représentative de la diversité des Strasbourgeois va l'emporter à Strasbourg. Simplement, juste pour finir, en face, donc il y avait à droite Jean-Philippe Vetter, qui a été votre assistant parlementaire. Pourquoi ne l'avoir pas choisi dès le début, lui? Donc, je ne peux que redire que je ne suis pas engagée dans ces élections municipales, que mon parti a Mais fait vous le représentez choix Agir. d'une coalition, et qu'aujourd'hui, tout ce monde est ensemble sur une liste fusionnée, et qui est une belle liste, et dont j'espère qu'elle va l'emporter à Strasbourg. Merci Fabienne Keller. Dans l'intérêt des Strasbourgeois. 20h30 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est en direct jusqu'à 21h avec vous, Fabienne Keller, députée européenne et vice-présidente du parti Agir. Vous pourrez retrouver cette émission, comme tous les autres numéros de 20h l'invité, en vidéo sur notre chaîne YouTube ou encore en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Il vous suffit de taper Fréquence ESJ. C'est le moment d'aborder la fameuse phase 3 du déconfinement. Elle commence le 22 juin prochain. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a évoqué la possibilité d'une nouvelle étape dans la reprise de la vie normale. Mélodie Sforza. Selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, il y aura beaucoup plus de liberté, mais il faudra continuer d'appliquer les gestes barrières et faire attention. Mais alors, quels seront les droits des Français à compter du 22 juin ? Eh bien, les zones oranges auront le droit de retourner dans les salles de spectacle, dans les gymnases, les salles de sport et les parcs de loisirs, comme c'est déjà le cas pour les régions en zone verte. Et la grande nouvelle, c'est surtout que les Français pourront retourner au cinéma après 3 mois sans y avoir mis les pieds. Une bonne nouvelle, effectivement, mais certains lieux resteront toujours fermés. C'est le cas des boîtes de nuit et des salles de concert. Les sports de contact et les grands rassemblements comme les festivals ne seront toujours pas autorisés. Il faudra certainement attendre la rentrée de septembre pour pouvoir refaire ces activités. Sibeth Ndiaye tient à le rappeler, le virus sera toujours là cet été. L'été ne va pas chasser le coronavirus comme ça d'un coup. Il faudra donc être très prudent. La porte-parole a tenu à rappeler que quelques mesures importantes seront toujours à respecter. Quand on est en zone verte, cela ne veut pas dire que le virus a disparu de nos vies. Il ne faut toujours pas faire de bisous, toucher les mains des autres et toujours garder ses distances. Les gestes barrières restent bien évidemment de mise. Ce sont les moyens les plus efficaces pour ne pas contaminer et être contaminé par le Covid-19. Merci Mélodie Sforza. Maintenant qu'on y voit plus clair, on détaille ce sujet avec vous, Fabienne Keller. Presque un mois donc après le début du déconfinement, la France s'apprête à passer à l'étape supérieure. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, plaide cependant pour ne pas aller trop vite. Axel Rebaud. Fabienne Keller, est-ce que vous pensez que l'on va trop vite dans ce déconfinement ? Alors, c'est une maladie infectieuse nouvelle. On appelle ça les maladies infectieuses émergentes. Il se trouve que j'ai fait un rapport là-dessus au Sénat il y a quelques années. Ce qui caractérise ces phénomènes, c'est qu'on découvre tous les jours. On est obligé, quand on est puissance publique, quand on est le ministre Olivier Véran, de se protéger de ce qu'on appelle le scénario du pire, c'est-à-dire celui qui serait défavorable. Il y avait des chiffres qui avaient circulé, hein, on évoquait 300 000 décès en France si la maladie évoluait mal. Mais le scénario central, c'est-à-dire le plus probable, lui, est beaucoup moins dramatique. Enfin, il se peut, comme ça est arrivé pour H1N1, que le virus évolue favorablement, donc qu'il devienne moins dangereux, qu'il se transmette moins. C'est ce qui s'est passé il y a donc 10 ans. Donc le scénario le plus probable est plus encourageant, du coup il faut prendre le risque que ça soit le bon ? Justement, les pouvoirs publics ne peuvent pas faire cela. Ils doivent se préserver contre le scénario du pire. Et le scénario du pire, c'est le virus repart et il mute. Il se transforme en un virus plus sévère, soit sur sa capacité de transmission, soit sur sa létalité, sa dangerosité. Donc, il est obligé d'être tout le temps couvert pour les scénarios dramatiques.
qui s'éloigne de plus en plus. On voit que la maladie se diffuse plus trop. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Fabienne Keller? Est-ce que là, on va trop vite ou est-ce qu'on va pas assez justement vite? Non, me semble-t-il, enfin, je ne suis pas experte. Il y a un comité scientifique avec Jean-François Delfrécy que j'avais rencontré plusieurs fois dans le cadre de mon travail. Alors, il y a un conseil scientifique, mais force est de constater qu'il n'est pas tout le temps écouté par le gouvernement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, disait justement que la situation s'est améliorée et continue de s'améliorer, mais qu'il est trop tôt pour lâcher en aucune manière notre vigilance. Pourtant, on a Sibeth Ndiaye qui nous explique comment est-ce que le pays va encore plus s'ouvrir. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction dans ces paroles du gouvernement, Fabienne Keller? Le sujet est compliqué. Quand on prend des mesures fortes pour le confinement, on voit les conséquences sur l'économie, ce qui met en difficulté réellement des personnes. On a pris des mesures assez drastiques dans les maisons de retraite. Pas de visite, les personnes mangent dans les chambres. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a à peu près le même nombre de personnes décédées en maison de retraite par glissement, c'est-à-dire mangeaient plus très bien, elles se laissaient filer, elles n'étaient pas toutes jeunes, que par le Covid en direct. Les mesures qu'on peut être amené à prendre peuvent avoir des conséquences d'une autre nature, mais dont la gravité peut être du même ordre de grandeur. Donc la situation est toujours très grave. La situation est toujours très grave, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Pourtant, vous plaidez pour une réouverture des frontières avec l'Allemagne, entre autres. Est-ce que c'est bien sérieux, Fabienne Keller? Alors, la situation est encore grave, mais elle est sous contrôle et on a surtout un dispositif de surveillance. Mais la situation est grave en Amérique du Sud, par exemple. Donc, si on réouvrait les voyages comme avant, on serait sûr que la maladie reviendrait assez rapidement. Sur la situation en Europe, nous avons tous confiné à quelques jours près au même moment. Donc, nous en sommes à peu près au même stade épidémique. Donc, j'ai demandé que, de manière concertée, il y ait une ouverture des frontières, sauf pour des raisons sanitaires. Mais les raisons sanitaires, elles ont peu de chances de coller avec. Qu'est-ce que ça veut dire, Fabienne Keller? Pourquoi est-ce qu'on pourrait sortir de la France alors? Pardon? C'est quoi les raisons donc pour pouvoir se rendre en Allemagne, selon vous, Fabienne Keller? Non, mais donc on doit retrouver ce qui est un principe fondateur de l'organisation européenne, c'est la libre circulation. Et vous comprenez qu'il suffit d'une seule minorité de personnes peu sérieuses pour relancer cette épidémie qui a déjà été très meurtrière en France et en Europe? Alors, les ministres de la Santé se coordonnent. Vous savez que ce n'est pas une compétence européenne, mais ils se coordonnent beaucoup depuis le début de la crise. Les systèmes de suivi épidémiologique, donc de suivi des grandes masses des personnes, sont en place. Même si ces systèmes ne sont pas exhaustifs, ils donnent une image de la situation. Et cette image, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de clusters qui sont bien identifiés. On a entendu parler ici d'un abattoir, là d'une usine, où c'était très présent. Toutes les personnes font l'objet d'enquêtes déclaratives. Aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, ils peuvent avoir été équipés de l'application Stop Covid qui fait qu'on repère encore plus facilement au contact de qui ils ont été. Ça permet de mesurer l'impact de leurs propres risques contaminants. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, la transmission n'est plus très forte. Est-ce qu'on doit réouvrir les parcs publics en France, Fabienne Keller? Pardon? Les parcs publics en France, est-ce qu'ils doivent être rouverts, selon vous, Fabienne Keller? Ils le sont. Ils le sont. Et donc, si on a les parcs ouverts, est-ce qu'on ne doit pas aussi autoriser les manifestations? Alors, les parcs ouverts, on s'est rendu compte quand même assez tôt, c'est un des sujets sur lesquels moi j'avais demandé assez tôt qu'on réouvre. Les parcs, ça n'est pas les lieux les plus dangereux parce qu'ils sont ouverts et aérés. Alors pourquoi est-ce que les manifestations, elles, sont encore interdites? Les manifestations, c'est autre chose. Ce qui caractérise une manifestation, c'est que les gens sont les uns à côté des autres. Donc, ce qui est dangereux, c'est la gouttelette, nous ont expliqué les spécialistes, qui transmet le virus. Dans ce cas-là, ça aurait pu être autre chose, mais ça, c'est avéré. Donc, il faut éviter d'être... Tout comme dans les parcs. Dans les parcs également, on peut être à plus de 10 très collés également dans des groupes, des pique-niques. On les a vus, notamment même à Paris, sur les quais, des choses comme ça. Les rassemblements de plus de 10 ne sont pas autorisés. Mais pourtant, ils ont lieu. Les gens peuvent transgresser la règle, mais ils ne sont pas autorisés. Ils ne sont pas autorisés dans les parcs et il est demandé à tout le monde, chaque fois qu'il ne peut pas respecter la distanciation physique, de s'équiper d'un masque. Et donc d'être prudent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manifester avec un masque alors, Fabienne Keller? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manifester avec un masque alors?
parce que la grande proximité physique, il y a un moment où on gère du risque aussi. La grande proximité physique est un risque en soi. Le masque réduit ce risque, mais encore faut-il être en capacité d'assurer que les gens effectivement auront un masque, ce qui dans une situation de manif est difficile. Mais vous avez un point très juste, c'est la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Jusqu'à quand on va pouvoir le limiter, hein? On est Merci en Fabienne Keller. Merci. Merci Fabienne Keller, merci Axel Rebaud, 20h39 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans 20h l'invité. Dans quelques instants, on s'arrête sur un sujet qui a soulevé l'indignation générale, les violences policières. En attendant, avec le déconfinement qui se poursuit, vient la question de la relance économique de la France, mais aussi la relance au niveau mondial. Fabienne Keller, vous êtes députée européenne. On revient avec vous sur les actions mises en place par l'Union européenne pour aider le vieux continent à se relever de la crise. Bastien Cochet. 750 milliards d'euros, c'est la somme qui sera investie au total pour ce plan de sauvetage. Et la Banque centrale européenne étudie déjà une rallonge de 500 milliards. La dette européenne serait mutualisée comme son emprunt. Ce serait une première dans l'histoire de l'UE. Mais finalement, Fabienne Keller, à quoi bon vouloir rembourser une partie des dettes des États alors qu'on ne pourra sûrement jamais les éponger entièrement, comme le disent beaucoup d'économistes? Alors, le dispositif de relance a été annoncé en partie il y a un gros mois, et puis plus récemment pour sa partie complémentaire, les 750. Il n'y a en aucun cas mutualisation des dettes historiques. Ça n'existe pas. La seule partie qui est mutualisée, ce sont les 500 milliards d'euros du plan de relance qui vient d'être annoncé sur la base, vous vous souvenez, d'une proposition franco-allemande, refus des États dits frugaux, plutôt économes, justement de cette mutualisation du passé et principe fondateur d'avoir des projets pour l'avenir, soit portés par les États membres, soit portés par l'Union européenne, financés de manière mutualisée, puisque l'Union européenne, elle est formidable, elle a une dette zéro, puisque jusque-là, elle ne s'endettait jamais. Les 500 millions d'avant, c'est des différentes facilités de crédit cette fois, donc c'est moins puissant quand même comme outil, hein, parce que sur l'autre volet, il y a 500 milliards de cash et 250 de crédit. Sur les 500 millions déjà annoncés, il y a par exemple 100 milliards qui sont destinés à un programme SURE pour assurer un filet social dans les États membres où il n'y a aucun minimum social ni salaire minimum. Justement, vous parliez des États frugaux il y a quelques instants. On parle souvent des Pays-Bas, de l'Autriche ou encore le Danemark ou la Suède. Et ils ne veulent pas, en tout cas, ils sont très réticents à vouloir payer et aider pour certains pays du sud de l'Europe. Les plus touchés, ce seront l'Espagne et l'Italie. Et si finalement c'était eux qui avaient raison et en fait la France a plus à perdre qu'à gagner dans cette manœuvre? Oh non, aucun doute sur le fait que, comme après toutes les grandes crises, il faut que les acteurs publics épaulent les acteurs privés en difficulté. D'ailleurs, en fait, tous les acteurs sont en difficulté. Les entreprises, parce qu'il y a eu zéro chiffre d'affaires ou quasi zéro pendant 3 mois. Les acteurs publics, parce qu'il n'y a pas de recettes fiscales qui rentrent, hein, pour les collectivités, les mairies, les départements. Les acteurs associatifs, parce que leurs activités, regardez les clubs sportifs, les activités, je sais pas, de garde d'enfants, etc., tout s'est effondré. Donc, il n'y a pas quel avantage qu'un grand programme. Quel avantage à soutenir pour la France ce plan de relance et ne pas adopter la posture des pays frugaux? Parce que soit on va s'en sortir tous ensemble, soit on va tous plonger dans une économie en récession. Attention, hein, un pays comme la Grèce, ça fait 10 ans qu'il n'a pas d'évolution positive de son PIB. Hein. Il est au même niveau qu'en 2008. Et vous n'avez pas peur qu'avec cette stratégie, au contraire, vous faites peur, on puisse faire peur aux pays frugaux et qu'ils décident un à un à sortir de l'Union européenne, comme a pu le faire le Royaume-Uni? Un accord a été scellé désormais, hein, et ils ont mis de l'eau dans leur vin, parce que ces États sont aussi des pays plutôt industriels, qui vendent en profitant du marché intérieur qu'est l'Union européenne. Donc, ils se portent bien quand les autres États membres jouent leur rôle de consommateurs. Hein, c'est quelque chose de dynamique et non pas de statique. Donc, on a des économies tellement intégrées qu'on a tous intérêt à ce que nos voisins se portent bien. Sinon, on a des effets ricochets.
Par exemple, la Roumanie est très peu touchée par la crise Covid en direct, mais elle a énormément de travailleurs détachés, de personnes qui bossaient dans un autre État membre, qui n'ont pas de rémunération. Et elle est touchée très fortement par ce biais. Alors, on n'a pas parlé des pays qui ont une orthodoxie budgétaire assez forte, mais on va parler aussi des pays du Sud. Alors, pour avoir droit, accéder à ce prêt sur 30 ans et qui commencera à être remboursé en 2028, il faut qu'il y ait des conditions pour y avoir accès, comme l'amélioration de la transition écologique et numérique, ainsi que l'amélioration de la résilience économique. Et donc, les principaux bénéficiaires seront l'Italie et l'Espagne, comme on le disait. Est-ce que ce type de pays, ces pays du Sud, il faut finalement leur mettre le couteau sur la gorge pour enfin voir des changements dans ces pays du Sud? Pour enfin les voir faire des efforts? Méfiez-vous, parce que la France, pour les Nordiques, parfois c'est oui, déjà la France est assez en retard par rapport à d'autres pays nordiques à ce niveau-là. Là, soyons factuels, il y a plusieurs éléments. L'Italie, par exemple, c'est un pays qui n'a pas un déficit annuel très important, mais qui a un stock historique de dette très élevé. C'est l'un des pays les plus endettés d'Europe, le plus grand en tout cas. Mais c'est aussi le pays qui a été le plus touché par la crise Covid, qui a eu le plus de morts, qui a eu des hôpitaux saturés, qui a eu l'arrêt le plus fort de son économie à cause d'un confinement drastique qui était indispensable vu la gravité de la maladie. Il en est de même pour l'Espagne, qui a des mesures très très fortes. Les enfants ne sont pas retournés à l'école, tout ne redémarre qu'en septembre, enfin, toute l'économie s'est arrêtée. Donc, c'est l'intérêt des pays européens d'épauler ces pays particulièrement fragilisés. Mais souvenons-nous de l'histoire. Les États-Unis aident l'Europe par le plan Marshall parce qu'ils ont besoin d'une Europe qui économiquement fonctionne, qui aussi en termes de modèle démocratique, est l'autre grand continent du monde. Alors, pour faire baisser la note d'ici là, parce qu'on parle presque de 1250 milliards au total, la Commission européenne espère avoir de nouvelles sources de revenus, comme une taxe sur les géants du numérique, par exemple, ou un impôt sur les grands groupes, ou une taxe carbone aux frontières. De un, est-ce que vous soutenez ces mesures? Et de deux, comment est-ce qu'on peut espérer qu'elles aboutissent enfin, alors que c'est des choses qui sont demandées depuis déjà plusieurs années, et que la place des lobbies à Strasbourg et Bruxelles est encore immense? Alors, je crois beaucoup dans ces ressources propres. La taxe ou le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, c'est un différentiel qui est le prix des règles environnementales que nous appliquons à l'intérieur de l'Union européenne. Si on ne met pas en place un tel mécanisme de compensation, en fait, on importe de la pollution. On dit autrement, on laisse partir des activités dans des pays où les règles environnementales sont beaucoup plus basses. Donc, c'est un mécanisme auquel je crois et il faut le mettre en œuvre pour que nos entreprises puissent se développer en Europe avec ces règles environnementales qui sont importantes pour tous, pour le climat à long terme, et pour avoir un effet un peu de contamination au sens positif, pour encourager d'autres pays à appliquer les mêmes règles, auquel cas le différentiel ne serait plus appliqué. Sur la taxe des GAFA, c'est quand même incroyable, cette activité du numérique qui se développe. Et rapidement, Fabien Keller, s'il vous plaît. Parce que nos bases fiscales sont historiques. On s'est fait avoir. En plus, on les a laissés s'installer dans un lieu où la fiscalité est très basse, en Irlande, par exemple, pour les grands GAFA. C'est pas possible. Une activité en plein développement et qui ne contribue pas du tout à l'action publique, la santé, les écoles. C'est pas durable, ça. Il faut que chacun contribue à hauteur de son activité. Merci, Fabienne Keller. Merci Fabienne Keller, merci Bastien Cochet. Les violences policières sont de plus en plus dénoncées aux États-Unis comme en France. La mort de George Floyd le 27 mai dernier a entraîné de nombreuses manifestations contre le racisme en France. On aborde la question dans une minute. Avant, on fait simplement un point sur les annonces qu'a fait le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Hier, il a tenu une conférence de presse sur la question du racisme et la mise en cause des forces de l'ordre. Mélodie Sforza, vous nous expliquez quelles mesures ont été prises. Face aux manifestations contre le racisme et contre les violences policières, Emmanuel Macron a demandé dimanche au gouvernement de lui faire des propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a assuré avoir appliqué une tolérance zéro. Désormais, pour chaque soupçon de racisme, les forces de l'ordre risquent d'être suspendues. Et l'une des mesures phares dans cette conférence de presse est l'interdiction de la technique de l'étranglement. Après la mort de Cédric Chouabia, ce livreur décédé à Paris en janvier dernier au cours d'une interpellation policière, Christophe Castaner a décidé que la méthode de la prise par le cou, c'est-à-dire l'étranglement, serait interdite. Elle ne sera même plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie.
En revanche, le ministre de l'Intérieur ne s'est pas exprimé sur la technique du plaquage ventral. L'autre mesure importante faite par le ministre de l'Intérieur est au sujet de la police des polices. Elle va être réformée. C'est une réforme en profondeur des inspections de police. L'inspection générale de la police nationale, la police des polices et l'inspection générale de la gendarmerie nationale seront concernées par la réforme. Celle-ci devra permettre plus de cohérence, plus de collégialité entre ces inspections et surtout plus d'indépendance dans leurs actions vis-à-vis des services, a résumé Christophe Castaner. Dans les rangs des forces de l'ordre, l'annonce a été accueillie avec un scepticisme généralisé. Merci Mélodie Sforza pour ce rappel. On l'a dit, les manifestations continuent en France contre ces violences. Il y a quelques jours, 2 groupes Facebook où des policiers s'échangeaient des messages racistes ont été révélés. Ils ont de nouveau entaché les forces de l'ordre dans lesquelles les Français ont de moins en moins confiance. Bonsoir Axel Savoie. Bonsoir Fabienne Keller, je ressors un de vos tweets datant de l'année dernière. Au moment de la polémique sur les suicides policiers, vous disiez que les forces de l'ordre garantissent nos libertés en assurant notre sécurité. Mais est-ce qu'on peut en être sûr quand on entend tous ces faits de racisme et de violence policière ces derniers jours ? Le racisme est intolérable. Il va à l'encontre de ce qui est l'un de nos fondamentaux. C'est les droits de l'homme, la Convention qui est défendue à Strasbourg par la Cour européenne. On est tous libres et égaux en droit, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, notre orientation sexuelle, etc. C'est fondamental. Est-ce qu'il y a un problème de racisme dans la police française ? Je pense qu'il y a un problème de racisme. Il y a évidemment des situations de crise, des situations difficiles qui peuvent conduire certaines personnes à se replier là-dessus, sur cela, qui leur semble un échappatoire. Dans une fonction professionnelle où la déontologie est la règle, ce n'est pas acceptable. Et la question, effectivement, c'est les contre-pouvoirs internes à la police, à la gendarmerie, qui assure que quand il y a un fait qui semble être raciste, ou une expression, qu'il y ait une procédure qui soit contradictoire, mais qu'il y ait une procédure et qu'effectivement ceux qui conduisent cette procédure soient protégés. Et c'est cette dimension externalité qu'a indiqué le ministre, et je crois que ça va dans le bon sens. Alors, le média Street Press a révélé l'existence de 2 groupes Facebook rassemblant des policiers, l'un comptant 8000 membres et l'autre 9000, où sont échangés des messages racistes, sexistes et homophobes. Est-ce que l'État a failli dans le contrôle de l'administration policière ? Je crois qu'il faut surtout que la justice fasse toute la lumière sur de tels réseaux sociaux ou comptes partagés, je ne sais pas exactement ce que c'était, et que dans la mesure où, si ça se confirme que c'est un non-respect de la déontologie qui est celle pour laquelle s'engagent les policiers, ils respectent nos libertés selon des règles professionnelles, alors les décisions devront être prises. Mais est-ce que vous comprenez que ce genre d'affaires entraîne un manque de confiance des Français vis-à-vis des forces de l'ordre ? Le sujet de la confiance avec les policiers et les gendarmes est central. Alors, on est parfois, ambivalent. Au moment des terroristes à Paris, du Bataclan, au moment des actes terroristes à Strasbourg, la foule applaudit les policiers. Au moment des Gilets jaunes, il y a eu des paroles très, très dures. Moi-même, j'en ai vu. Vous aviez des gens qui engueulaient les personnels de police qui, eux, ne bougeaient pas. Voilà. Qui ne faisaient rien à ce moment-là. Donc, il y a une tension. C'est un sujet qu'il faut travailler. Les policiers ont une mission qui peut être difficile à certains moments, notamment quand arrivent des gens qui veulent en découdre, qui sont des professionnels. D'où, du coup, leur équipement, d'ailleurs, qui est assez impressionnant, parfois. Mais reconstruire cette confiance, ça doit être indispensable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir cette confiance envers la police, justement ? Alors, moi, je n'ai pas de secret, mais je travaille, puisque je suis présidente nationale avec Patrick Brauzek du Conseil national des villes qui s'occupe des quartiers fragiles. Et par exemple, là, nous faisons une proposition concrète, c'est que les centres de loisirs jeunesse qui existent souvent dans les quartiers difficiles, sur ce sujet, le lien police-population, qui est encore plus central dans les quartiers fragiles, propose la possibilité de faire des permis de conduire, de manière à ce que l'apprentissage des règles pour les jeunes soit une occasion de relation entre les jeunes et la police, constructive et respectueuse, qui est l'occasion d'expliquer
aux policiers d'expliquer à la population leur mission. Et est-ce qu'il faut aussi alourdir l'action envers les policiers auteurs ou suspectés de racisme et de violence policière? Est-ce que Christophe Castaner a raison de vouloir suspendre les policiers qui ont un comportement raciste? Mais c'est une évidence. Il va suspendre tous ceux dont le comportement raciste est avéré. Et j'entendais un représentant du syndicat des commissaires de police évoquer le pourcentage. C'est un pourcentage qui était bas, c'était quelques pourcents. Mais évidemment, chaque fait est inadmissible. Donc, il doit être poursuivi selon les règles internes et, si cela se justifie, selon des poursuites devant la justice. Et là, le racisme est un délit. Il n'y a pas besoin d'un nouvel arsenal juridique. Il existe pour tout un chacun. Et c'est aggravé par une personne en situation d'autorité comme le policier. Alors, Christophe Castaner a également annoncé l'abandon de la technique de l'étranglement qui a notamment été utilisée lors de l'interpellation de Cédric Chouviat en début d'année et qui aurait entraîné sa mort. Pourquoi ne pas être allé plus loin en interdisant la technique du plaquage ventral qui a aussi été utilisée lors des interpellations mortelles de Cédric Chouviat, Adama Traoré et George Floyd? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des techniques policières, je ne les connais pas et je pense que comme beaucoup de Français, j'ai découvert cette technique dite de l'étranglement. Enfin, le seul fait qu'il y a un mot pour ça. Alors, ce sont des techniques, la technique de l'étranglement ou le plaquage ventral sont des techniques potentiellement létales. Est-ce qu'il faut interdire les techniques d'interpellation potentiellement létales? Je pense que sur ce sujet-là, comme sur d'autres d'ailleurs, mais tout particulièrement, une réflexion à l'échelle européenne peut être intéressante, puisque visiblement les outils et les méthodes utilisées ne sont pas les mêmes. Les outils autorisés ne sont pas les mêmes pour les manifestations ou pour les maîtrises individuelles, ne sont pas les mêmes suivant les États membres. Je pense qu'une comparaison pourrait être éclairante et comprendre d'autres analyses. En tout cas, j'ai comme tout le monde vu une partie de cette terrible vidéo du départ, en fait, on l'a vu en train d'étouffer de George Floyd, enfin de l'étourdissement plutôt, puisque voilà, et qui a fini par lui conduire à sa mort. On voit que c'est une technique qui est effectivement extrêmement dangereuse, donc qui ne doit être manipulée que dans des cas, enfin, où le policier est en risque vital pour lui, quoi. Enfin, merci Fabienne Keller. Extrêmement précise et toujours l'idée de proportionner. La réponse doit être proportionnée à l'attaque. Merci Fabienne Keller, merci Axel Savoie. 20h57 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, 20h l'invité touche bientôt à sa fin. Avant de terminer, Fabienne Keller, on fait un dernier point sur l'actualité politique à suivre cette semaine, l'agenda politique avec Théo Grévin, et on commence avec des manifestations jeudi devant les hôpitaux à l'appel du collectif Interhôpitaux. Cet appel à la grève concerne tous les établissements du secteur de la santé et de l'action sociale, au-delà des urgences. Réalisé dans le cadre de l'opération Jeudi Colère, les soignants réclameront notamment la défense et l'amélioration du statut général des fonctionnaires, l'arrêt des suppressions de postes dans les établissements, la titularisation des contractuels ou encore l'attribution de financements supplémentaires. Le personnel hospitalier exige aussi l'augmentation des effectifs et l'augmentation des salaires. Alors, Fabienne Keller, est-ce que vous comprenez que le personnel hospitalier réclame des actions rapides et fortes de la part du gouvernement, alors même que l'épidémie n'est pas encore finie en France? Ben oui, c'est normal qu'ils demandent que leur formidable engagement soit reconnu concrètement, que les difficultés qu'on a tous partagées, elles trouvent un début de solution. Ils ne demandent pas des choses extraordinaires, ils demandent que leurs heures sup soient payées, puisqu'ils en ont fait beaucoup. C'est ce qu'ils demandaient déjà, il y a à peu près 18 mois. Clairement, les hôpitaux ont été sous pression en termes de moyens. On a pris conscience à l'occasion de cette crise que voilà, c'est fondamental. Mais il n'y a pas que les hôpitaux, il y a tout notre système de santé, comme on l'a vu dans les maisons de retraite, dans la médecine de proximité. Donc, c'est toute une prise de conscience de l'importance d'un réseau de soins, de proximité, et profondément humain, qui doit se traduire concrètement. Merci Fabienne Keller. Merci Fabienne Keller, merci Théo Grévin. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ.
20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Fabienne Keller, d'avoir répondu à nos questions. Merci, je rappelle que vous êtes députée européenne et vice-présidente du parti Agir. Votre prochain rendez-vous sur Politique sur Fréquence ESJ, c'est mardi prochain. Nous recevrons Ludovic Mendes, député La République En Marche. Toujours, parfait, toujours de 20h à 21h en live sur le Facebook de Fréquence ESJ. Demain, Sébastien Cochet que vous retrouvez avec toute l'équipe de Storytelling. Le storyteller du jour sera l'ancien joueur international de rugby, Christophe Dominici. À suivre toujours en direct de 20h à 21h sur notre page Facebook. Et vendredi, c'est Alban Gamet Saint-Germain et l'équipe de Time Break qui vous accompagne de 21h à minuit sur Fréquence ESJ avec au programme des débats d'actualité, mais aussi des bons plans et des jeux. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 21h sur Fréquence ESJ, passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.